Cette vidéo va vous présenter le principe de la phylogénie. La phylogénie étant une méthode de classification des êtres vivants et qui permet de rapprocher les espèces entre elles en répondant à la question qui est le plus proche parent de qui et non pas à la question qui descend de qui. La phylogénie ne cherche pas à faire retracer la descendance de chaque espèce. Là, à droite, vous avez l'espèce A qui aurait donné l'espèce B, qui a donné la C, qui a donné la D. C'est pas l'objectif de la phylogénie. La phylogénie est là, en fait, pour essayer de déterminer quelles sont les espèces les plus proches parentes. Donc, sur cet exemple à gauche de phylogénie, l'espèce C est la plus proche parente de l'espèce D, puisqu'elles sont toutes les deux au sommet de l'arbre phylogénétique. Alors, quand on raisonne sur des caractères morpho-anatomiques en phylogénie, donc c'est-à-dire les organes, la façon dont le corps est organisé, la morphologie, les organes, c'est l'anatomie, on va en fait voir que les caractères évoluent au cours du temps et on va considérer que le premier état est ce qu'on appelle l'état ancestral ou l'état primitif et qu'au fur et à mesure du temps, à un moment donné, on va basculer vers une évolution de ce caractère qu'on va appeler l'état dérivé de ce caractère. Et le passage de l'état ancestral à l'état dérivé, c'est ce qu'on appelle une innovation évolutive qui peut être par exemple sur cet exemple ici, le pouce qui n'était pas opposable et qui s'est transformé en un pouce opposable par action génétique. On peut avoir aussi des caractères qui disparaissent, des caractères qui apparaissent, ça doit être des innovations évolutives. Alors, l'objectif n'est pas de savoir quel état est ancestral, quel état est dérivé, ça c'est l'affaire des scientifiques. Mais une fois qu'on a déterminé les états ancestraux et les états dérivés, on va pouvoir tracer un arbre phylogénétique, un arbre de parenté entre les espèces. Donc ici, vous avez 3 espèces, l'espèce A, B et C, et l'arbre phylogénétique est à sa base. Alors, sur un arbre phylogénétique, on place les espèces actuelles ou les espèces fossiles au bout des branches, donc là au sommet de l'arbre. Et on va placer les innovations évolutives, donc ici représentées par un trait noir, sur les branches. Alors quand on place une innovation, ça veut dire à partir de ce moment-là, toutes les espèces qui sont après ont le caractère à l'état dérivé, et toutes les espèces qui sont avant ce trait ont le caractère à l'état ancestral. Ensuite, on place au nœud des branches, nœud 1, nœud 2, les ancêtres hypothétiques. Vous avez le nœud 1 ici qui est l'ancêtre commun hypothétique aux espèces A, B, C et le nœud 2 qui est l'ancêtre commun hypothétique aux espèces B et C. Alors prenons un exemple concret. On va comparer la grenouille, la cistude d'Europe, le crocodile du Nil et le pigeon biset, qui sont donc 4 espèces. Et on va compléter un tableau en comparant les caractères. Donc ici, l'amnios, le gésier, la mandibule, le bec corné, les ailes et la colonne vertébrale sont 6 caractères qu'on va comparer ces espèces-là. On a mis un code. 0, c'est légendé ici, 0 pour l'état ancestral, 1 pour l'état dérivé. Et en bas, là, sont indiqués à quoi correspondent le 0 et le 1 pour chaque caractère. Ça permet de simplement être un peu plus lisible comme tableau si on met des 0 et des 1. Donc 0 pour l'état ancestral, 1 pour l'état dérivé, et on liste pour chaque espèce si elle a le caractère à l'état ancestral ou l'état dérivé. Ce tableau s'appelle un tableau de caractères ou une matrice de caractères. À partir de ce tableau-là, on va pouvoir tracer l'arbre phylogénétique. On voit ici que la grenouille verte a tous les caractères à l'état ancestral et que le pigeon, c'est lui qui a le plus de caractères à l'état dérivé. Donc si on place sur l'arbre, on va placer le pigeon au sommet de cet arbre et la grenouille enracinée à la base de l'arbre. Vous avez ici donc l'arbre phylogénétique qui correspond à la matrice de caractères. On va placer sur les branches les innovations évolutives. Donc ici est apparu l'amnios puisque la grenouille, là l'état ancestral n'avait pas ce caractère et que toutes les espèces après ont le caractère à l'état dérivé, donc on le place ici, l'apparition de l'amnios. On place ici l'apparition du gésier. Et on légende bien évidemment que ce sont les innovations évolutives. On va placer au nœud les ancêtres communs hypothétiques. Ici, il y en a 3. Et la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on place un fossile? Alors, les fossiles sont placés sur des branches, tout comme les espèces actuelles. Donc, par exemple, si on prend un dinosaure, le T-Rex, on va le placer sur une branche selon ses caractères à l'état dérivé, comme si c'était une espèce actuelle. Donc d'après les caractères qu'il possède, on le placerait ici.
Alors question, on va pouvoir faire des groupes et vous voyez qu'ici les groupes sont des espèces qui possèdent tout un tas de caractères dérivés en commun. Donc là, vous avez un groupe qui regroupe crocodile et pigeon, vous avez un autre groupe qui regroupe tortue, crocodile et pigeon, et tout ça sont des groupes valides d'un point de vue phylogénétique puisqu'ils partagent des caractères dérivés communs. Alors, si on prend cet exemple de qui est le plus proche du coup parente, la tortue, eh bien, il va falloir compter les caractères à l'état dérivé partagés. Alors, si on regarde, la tortue et la grenouille ne partagent aucun des caractères dérivés étudiés. La grenouille a aucun des caractères à l'état dérivé et la tortue a l'amnios. Donc, aucun caractère en commun. Si on compare avec le crocodile, la tortue, elle a un caractère à l'état dérivé, la présence d'amnios, tout comme avec le pigeon. Un caractère en commun entre le pigeon et la tortue, c'est la présence d'amnios. Donc au final, la tortue est la plus proche parente du crocodile et du pigeon, ni de l'un ni de l'autre, du crocodile et du pigeon ensemble, car ils partagent le plus de caractères à l'état dérivé. Donc c'est bien, plus on partage de caractères à l'état dérivé, plus les espèces sont proches parentes. Alors il y a 3 façons différentes de représenter ce même arbre. Donc cet arbre ici, si vous éclatez les nœuds, si vous les dilatez de façon horizontale, vous obtenez cet arbre ici. C'est exactement le même, avec simplement les nœuds éclatés. Et sur le bas, vous avez également le même arbre. La seule différence, c'est qu'on a fait une rotation au niveau de ce nœud-là, mais ça représente exactement la même chose, puisqu'on voit que le pigeon et le crocodile sont toutes les deux plus proches qu'elles ne le sont de la cistude. C'est exactement le même arbre, donc il y a plusieurs façons de représenter un même arbre. Et donc les fossiles, on a dit, se représentaient bien sur des branches, au bout des branches, comme des espèces actuelles. On peut, si on veut, mettre les fossiles sur des branches plus courtes, puisque ce sont des lignées évolutives éteintes. Donc si on considère une notion de temps ici qui passe, depuis la base de l'arbre jusqu'à son sommet, on peut faire des branches plus courtes pour montrer que ces fossiles sont des lignées évolutives éteintes qui n'ont donc pas atteint l'heure actuelle. Alors, quelques idées fausses à combattre sur l'évolution. Alors, premièrement, les ancêtres sont hypothétiques, on les place au nœud, c'est des ancêtres hypothétiques. On ne cherche pas à trouver le fossile qui irait à cet endroit-là, puisque on ne peut pas remonter le temps, aller observer vraiment ce qui s'est passé, savoir quelle espèce a donné quelle autre espèce. De plus, la fossilisation des espèces est un phénomène quand même très aléatoire. Il y a certainement tout un tas d'espèces qui n'ont jamais été fossilisées, d'où peut-être ont été fossilisées, mais on ne trouvera jamais le fossile. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas retracer quelque chose de précis. Donc, les ancêtres communs sont placés au nœud des arbres et sont des ancêtres hypothétiques. On fait des portraits d'eux, mais on ne peut pas être à certitude, quand on trouve un fossile, être sûr avec certitude que c'est un ancêtre. Donc, les fossiles sont placés sur des branches éteintes. Et de facto, la notion de chaînon manquant n'a pas de sens. Quand on trouve un fossile, c'est pas le lien entre une espèce actuelle et une autre. C'est une espèce à part. Autre notion à combattre, la notion de fossile vivant. Quand on retrouve des fossiles qui sont des espèces qui ont l'air d'exister encore à l'heure actuelle, comme sur cette image, c'est le nautile. On en trouve des fossiles, mais on en trouve aussi des espèces vivantes. On ne peut pas considérer que c'est les mêmes. Il y a certainement eu, même si morphologiquement on voit pas de différence, il y a certainement eu des évolutions génétiques. Donc c'est pas la même espèce entre le fossile et l'espèce actuelle. Dernière chose, l'homme n'est pas le sommet de l'évolution, on n'est qu'une espèce parmi les autres. Alors, on a raisonné jusque-là sur les caractères morpho-anatomiques. Il faut savoir qu'on peut faire de la phylogénie sur caractères moléculaires. Vous avez ici une comparaison de la myoglobine, qui est donc une protéine qui transporte le dioxygène dans les cellules musculaires. Et on peut donc comparer des gènes ou comparer des protéines pour trouver des parentés. Ici, on a comparé une protéine, la myoglobine, et on voit donc que le chimpanzé et l'homme sont ceux qui ont le moins de différence au niveau de la myoglobine. Il y a 1% de différence. On voit sur l'arbre ici que pour passer du chimpanzé à l'homme, il faut faire 0,5 pour repasser au nœud et remonter de 0,5. Donc on a bien 1% de différence. Et donc ce sont bien les espèces les plus proches parentes. Donc on peut raisonner sur des caractères moléculaires pour faire des parentés.
et on peut raisonner sur des caractères morpho-anatomiques.